La disparition tragique d'Anthony Bourdain le 8 juin 2018 a privé le monde d'un homme bien plus grand qu'un simple chef cuisinier à la télévision. Ses admirateurs pleuraient un visionnaire qui, par la cuisine, l'exploration et des récits audacieux, a su transcender les clivages culturels. Bourdain était un porte-parole exceptionnel, non seulement de la gastronomie, mais aussi de toute âme animée d'une curiosité insatiable, d'un esprit aventureux ou d'une soif d'expérience profonde. Pourtant, malgré une existence en apparence idyllique, sa réalité s'est restée incroyablement complexe pendant des décennies. Longtemps, son ex-épouse, Ottavia Buzia, a gardé le silence sur les profondes difficultés qui ont marqué leur vie commune. Récemment, cependant, elle a commencé à lever le voile sur ce que signifiait réellement partager sa vie avec un homme dont le génie absolu était constamment assombri par un profond trouble intérieur. Pour comprendre cette dynamique, il faut remonter aux origines de Bourdain. Né à Manhattan le 25 juin 1956, il a grandi dans un environnement où se mêlaient avec brio sophistication, monde universitaire et une certaine forme de désordre. Son père, Pierre, catholique français, gagnait sa vie dans le milieu de la musique classique et emmenait souvent sa famille en France pour les vacances d'été. Sa mère, Gladys, était quant à elle une éditrice pragmatique et incisive au New York Times. Avec un tel héritage culturel, on aurait pu s'attendre à ce que le garçon passe sa jeunesse à maîtriser les instruments classiques et à s'imprégner de littérature française. Au lieu de cela, il était attiré par le frisson viscéral des escapades culinaires clandestines et la dégustation d'huîtres fraîchement pêchées directement sur les bateaux de pêche. Élevé principalement à Leonia, dans le New Jersey, son éducation s'écartait radicalement des normes suburbaines traditionnelles, même s'il n'a jamais manqué d'affection parentale. Bien qu'il ait été choyé, le jeune Bourdain nourrissait une jalousie secrète envers les libertés sans bornes dont jouissaient ses pères. Tandis qu'il assistait docilement aux réunions des scouts et s'imprégnait des coutumes européennes raffinées dictées par son héritage, un désir silencieux de rébellion mûrissait en lui. Ce désir latent s'éveilla pleinement lors d'un voyage en famille en France, où la dégustation de sa toute première huître crue bouleversa sa vision du monde. Après avoir obtenu son diplôme de la prestigieuse Dwight Englewood School en 1973, il choisit la voie universitaire traditionnelle en s'inscrivant au Vassar College. Cependant, la vie universitaire traditionnelle perdit de son attrait après seulement 2 ans. Les amphithéâtres feutrés des grandes écoles ne pouvaient rivaliser avec l'effervescence et l'énergie frénétique des cuisines professionnelles de Provincetown, dans le Massachusetts. Trouvant un emploi dans des établissements côtiers comme le Lobster Pot, il découvrit une nouvelle forme d'apprentissage. L'intensité brute, l'atmosphère sans fioriture et l'équipe hétéroclite de cuisiniers le captivèrent au point qu'il quitta Vassar pour se consacrer pleinement aux arts culinaires. Ce tournant le mena au prestigieux Culinary Institute of America, lui permettant de perfectionner sa passion et d'acquérir une expertise professionnelle avant d'obtenir son diplôme en 1978. Diplômé en poche, Bourdain s'est imposé avec audace dans le milieu impitoyable de la restauration new-yorkaise, finissant par prendre les rênes d'établissements branchés comme Sullivan's sur la 11 et Avenue. Pourtant, même s'il perfectionnait ses techniques culinaires et élaborait des menus, son talent le plus remarquable résidait dans l'art de raconter des histoires. Au milieu des années 1980, des décennies avant de devenir une icône internationale du voyage, il travaillait d'arrache-pied dans le Lower East Side de Manhattan, cherchant désespérément à se faire un nom comme écrivain. Il envoyait spontanément des manuscrits à Between C et D, une revue littéraire de quartier sans concession. Son premier essai littéraire mettait en scène un cuisinier en quête désespérée d'héroïne. Ce récit d'une crudité sans concession reflétait fidèlement l'environnement tumultueux dans lequel il évoluait quotidiennement au sein des cuisines professionnelles. Déterminé à progresser, il participa en 1985 à un atelier d'écriture intensif animé par Gordon Lish, éditeur emblématique réputé pour ses critiques impitoyables. Sous la tutelle de Lish, Bourdain affina son style,
alors singulier et brut. Cependant, son talent inné ne lui garantissait pas un succès immédiat. Il fallut attendre 1990 pour que sa persévérance lui permette de décrocher un modeste contrat d'édition chez Random House. Cette opportunité se présenta après qu'il eut réussi à convaincre un éditeur influent de la maison d'édition. En 1995, son premier roman, Bone in the Throat, fut publié. Bien que ce thriller policier se déroulant dans un restaurant regorgeât de son humour mordant et de ses observations pertinentes, il fut un échec commercial. Refusant de se laisser abattre, le chef finança lui-même une campagne de promotion. Son roman suivant, Gone Bamboo, parut quelques années plus tard et connut le même sort. Pour un auteur en herbe, 2 échecs consécutifs signifieraient la fin de ses rêves littéraires. Anthony Bourdain, cependant, possédait une résilience hors du commun. Bien que ses romans n'aient pas généré de fortune, ils ont jeté les bases essentielles de son futur empire télévisuel. Tout a basculé avec la parution de son autobiographie explosive, Kitchen Confidential. L'ouvrage a révélé les coulisses occultes de la cuisine professionnelle, le propulsant instantanément au rang de star international. Son mélange unique d'humour cynique, de vérité sans farde et de profonde admiration pour la gastronomie mondiale a rapidement conquis les dirigeants de Food Network. Ils lui ont ainsi confié sa première émission de télévision, A Cook's Tour, diffusée pour la première fois en 2002. Le concept était d'une simplicité remarquable. Parcourir le monde, découvrir des cuisines du monde entier et partager l'expérience. Bien que la série se soit arrêtée après 2 saisons, elle n'a été qu'un tremplin. En 2005, il a atteint son apogée avec Anthony Bourdain No Reservations sur Travel Channel. Ce programme a complètement bouleversé les codes de la télévision culinaire traditionnelle. Si la gastronomie restait au cœur du projet, la véritable magie résidait dans son immersion authentique auprès des communautés marginalisées. Il a délaissé la haute gastronomie prétentieuse au profit de modestes vendeurs ambulants, des coutumes locales et d'histoires humaines authentiques. Il possédait un talent rare pour mêler observation comique et réflexion philosophique d'une profondeur surprenante, provoquant d'abord le rire chez le public avant de le plonger dans l'introspection. Un moment décisif et crucial pour la production survint lors d'un voyage à Beyrouth en 2006. Un tournage ordinaire se transforma rapidement en une terrible épreuve lorsque la guerre israélo-libanaise éclata soudainement. Confiné dans un hôtel local avec divers étrangers, le présentateur sut capter l'angoisse palpable, la terreur et la solidarité humaine sous-jacente à cette crise. Ce reportage brut a été rendu possible grâce à l'aide d'un guide régional qu'il surnommait affectueusement Monsieur Wolf, en référence au légendaire homme de main de Pulp Fiction. Finalement, les Marines américains ont dû exfiltrer l'équipe de production de la zone de guerre. L'émission qui en a résulté a transcendé les frontières culinaires. Elle est devenue qu'une réflexion profonde sur l'endurance, la ténacité et le pouvoir unificateur du traumatisme partagé. Nommé à juste titre aux Emmy Awards, l'épisode consacré à Beyrouth a confirmé son statut de journaliste capable d'explorer des problématiques mondiales profondes, bien loin du monde de la cuisine. Son style narratif était véritablement unique. Nigella Lawson, figure emblématique de la gastronomie, a remarqué que son style d'écriture possédait une élégance à couper le souffle, oscillant avec une fluidité déconcertante entre poésie profonde et vulgarité comique au sein d'une même phrase. Pourtant, parallèlement à ses triomphes publics fulgurants, sa vie personnelle était incroyablement tumultueuse. Son mariage avec Nancy Podkowski ressemblait à une histoire d'amour adolescente classique. Le couple s'était rencontré à la Dwight Englewood School de New Jersey. Complètement fasciné par le caractère rebelle de Nancy, Bourdain l'avait même suivi jusqu'à Vassar College pour rester près d'elle. Leur lien s'est renforcé au fil des ans, aboutissant à leur mariage en 1985. Nancy a été son pilier durant les périodes difficiles et précaires de son parcours culinaire, lui offrant un soutien indéfectible tandis qu'il gravissait les échelons de la hiérarchie gastronomique. Cependant, le succès fulgurant de Kitchen Confidential a radicalement changé leur destin.
La notoriété soudaine, les tournées internationales incessantes et l'intense pression médiatique ont commencé à mettre le couple à rude épreuve. Nancy aspirait naturellement à une vie à l'abri des regards. La célébrité écrasante liée à la notoriété grandissante de son mari lui était profondément insupportable. Peu à peu, les failles de leur couple se sont creusées, aboutissant finalement à un divorce en 2005. Malgré la séparation, l'auteur n'a cessé de louer Nancy, reconnaissant le soutien indéfectible qu'elle lui avait apporté durant ses années de formation. Après cette rupture, sa vie sentimentale a pris un tournant décisif lorsqu'il a rencontré Ottavia Busia, une professionnelle de l'hôtellerie d'origine italienne et passionnée d'arts martiaux mixtes. Cette rencontre déterminante a été orchestrée par le chef renommé Eric Ripert, l'un des plus chers amis de Bourdin. Ripert était convaincu que les deux se compléteraient à merveille, sans que la différence d'âge de 22 ans ne les dérange absolument pas. L'alchimie entre Anthony et Ottavia fut immédiate et palpable. À cette époque, elle supervisait les opérations de Geisha, un restaurant new-yorkais réputé. Leur passion commune pour le secteur exigeant de l'hôtellerie-restauration créa un lien instantané. De plus, le parcours d'Ottavia jusqu'en Amérique était tout à fait atypique. Originaire d'un modeste village italien, elle se destinait initialement à une carrière de dentiste jusqu'à ce qu'un changement de perspective soudain bouleverse son destin. Abandonnant ses études de médecine, elle immigra aux États-Unis avec seulement 300 $ en poche. Elle se lança à corps perdu dans l'univers impitoyable de la restauration new-yorkaise, gravissant les échelons sans relâche jusqu'à décrocher le poste de directrice générale du restaurant Geisha. C'est dans ce milieu qu'elle croisa le chemin du célèbre auteur, et leur idylle fut immédiate. Fasciné par son parcours atypique, Bourdin ne la quitta presque jamais. Leur romance s'épanouit à une vitesse fulgurante. Très vite, ils se retrouvèrent à partager des séances de tatouage. En 2007, il avait officiellement divorcé, épousé Ottavia et accueilli une petite fille. Leur intimité s'épanouissait lors de longues discussions nocturnes après les épuisantes journées de travail d'Ottavia au restaurant. Ils parlaient sans fin, échangeant des anecdotes sur les difficultés qu'elle rencontrait au quotidien et sur les épreuves qu'il avait traversées en cuisine. Si ces conversations professionnelles pouvaient paraître fastidieuses aux yeux des autres, elles constituaient un lien émotionnel profond entre eux. Cependant, au fil du temps, leur mariage a dû faire face à des obstacles de plus en plus importants. L'intensité de leur vie professionnelle respective a engendré d'importantes tensions. Ottavia s'est consacrée corps et âme à son travail épuisant jusqu'à son accouchement, tandis que la notoriété internationale grandissante de son mari exigeait son absence constante. Harmoniser leurs emplois du temps chaotiques s'est peu à peu transformé en un véritable casse-tête logistique. Néanmoins, leur amour profond était nourri par une passion commune pour la gastronomie, les traditions du monde et la spontanéité inhérente à leur existence. Au-delà de sa carrière, l'animateur de télévision nourrissait un amour profond et inconditionnel pour son rôle de père. Pourtant, malgré tout l'amour qu'il portait à sa fille, ses obligations professionnelles ont gravement compromis son équilibre familial. Le tournage des épisodes de Parts Unknown l'obligeait à s'absenter à l'étranger environ 250 jours par an, et cette absence chronique a fini par miner les fondements de son mariage. Malgré la joie immense que lui procurait son enfant, sa relation amoureuse avec Ottavia a finalement cédé sous le poids de la distance. En conséquence, en 2016, le couple a pris la douloureuse décision de se séparer. À l'image des suites de son premier divorce, Anthony s'est lancé dans une nouvelle relation amoureuse avec une rapidité surprenante, bien avant la finalisation des formalités juridiques avec Ottavia. Ce nouveau chapitre l'a mené à l'actrice italienne Asia Argento. Leur première rencontre a fait naître un véritable coup de foudre, comparable aux premiers émois adolescents. Un proche a confié que le chef était tellement subjugué par Argento qu'il ne cessait de la complimenter, comparant cette fascination à l'exaltation des premiers grands amours d'un adolescent. L'attirance magnétique entre eux était indéniable et s'est intensifiée rapidement. Fidèle à son caractère transparent,
Bourdin n'a pas hésité à afficher son affection pour elle lors d'interviews et sur ses réseaux sociaux. À mesure que leur relation se renforçait, son dévouement absolu est devenu flagrant. Il s'est imposé comme un fervent défenseur d'Argento, notamment lorsqu'elle a joué un rôle déterminant dans le mouvement #MeToo. Admiratif de son courage face à la dénonciation publique de Harvey Weinstein, il lui a témoigné une loyauté indéfectible, se positionnant comme son protecteur inébranlable. Ce partenariat transcendait la simple attirance physique. Il reposait sur une profonde admiration mutuelle et une compréhension mutuelle des contraintes liées à leur profession prestigieuse. Pourtant, malgré la passion ardente qui caractérisait leur union, de sérieuses difficultés se profilaient à l'horizon. Leurs emplois du temps chargés, les menant aux quatre coins du monde, les obligeaient à de longues périodes de séparation. Pour pallier cette réalité, ils ont convenu d'un commun accord d'une relation ouverte, s'accordant la liberté d'explorer d'autres relations amoureuses sans pour autant rompre leur lien affectif principal. Bien que cette dynamique atypique ait fonctionné temporairement, l'immense distance géographique et les absences prolongées ont inévitablement engendré du ressentiment. Le poids écrasant de leur vie publique, combiné à leur tempérament naturellement instable, a créé des obstacles relationnels incroyablement complexes. Pourtant, en apparence, Bourdin semblait plus épanoui que jamais avec Argento à ses côtés. Il expliquait souvent comment sa présence insufflait à sa vie une euphorie et une satisfaction qui lui avaient échappé pendant des décennies. Il lui offrait une totale vulnérabilité émotionnelle. Bien qu'il n'ait aucune envie de se remarier, il était tout à fait disposé à vivre ensemble, trouvant du réconfort dans la simplicité de leur relation. Sa carrière restait sa priorité absolue, et il appréciait profondément le respect qu'Argento portait à son éthique de travail sans relâche. Ils tentèrent de préserver leur romance grâce à cette relation libre, comme ils l'appelaient eux-mêmes, veillant à ce que chacun conserve l'autonomie nécessaire pour poursuivre ses ambitions personnelles, tout en maintenant leur lien profond. Pourtant, avec le temps, la séparation physique constante commença à peser lourd sur leur relation. Les voyages incessants et les itinéraires chaotiques ont peu à peu fragilisé leur équilibre émotionnel. Tragiquement, personne n'avait anticipé que cette descente aux enfers aboutirait à la disparition soudaine de ce conteur tant aimé. Dans les jours critiques qui ont précédé sa mort, Bourdin semblait rongé par un cocktail toxique de fatigue intense, d'isolement extrême et d'une profonde désillusion face à son existence. La célébrité qu'il avait jadis recherchée avec ardeur s'était muée en une prison suffocante. Le regard incessant du public était devenu insupportable. Il en vint à mépriser les exigences inflexibles de son public, sentant que sa célébrité l'éloignait des joies simples et authentiques qu'il avait autrefois chéries. Paradoxalement, à mesure que son influence mondiale s'étendait, son lien avec la réalité humaine se détériorait, créant un vide toujours plus grand. Parallèlement, sa relation avec Asia Argento se détériorait rapidement, laissant transparaître une tension palpable et toxique. La passion intense qui les avait unis à leur début avait complètement disparu. Il était profondément blessé par les rumeurs qui circulaient, insinuant qu'elle avait une liaison. Un profond sentiment de trahison l'envahit, exacerbé par la révélation que leur rendez-vous présumé avait eu lieu dans un hôtel précis, chargé d'une grande valeur sentimentale pour le couple. Le poids psychologique de ces événements fut insoutenable. Lorsqu'il tenta désespérément de communiquer avec Argento, la suppliant de trouver un moyen de réparer les dégâts, il ne reçut que des réponses glaciales et rejetantes. Ce qui avait été une union pleine de promesses s'était désintégré, le plongeant dans un cycle de conflits épuisants et l'isolant encore davantage émotionnellement. Alors que ses dernières heures s'égrenaient, le chef renommé se replia entièrement sur lui-même. Le traumatisme cumulé de sa rupture amoureuse et le poids écrasant de son empire télévisuel lui infligèrent des dommages psychologiques catastrophiques. Il se retrouva aux prises avec un profond sentiment d'abandon et, malgré tous ses efforts pour traverser cette épreuve, il ne put se libérer du désespoir suffocant qui domina ses derniers instants. En conséquence,
Le 8 juin 2018, la communauté internationale fut bouleversée par l'annonce de son décès. Lors du tournage d'un épisode de Parts Unknown dans la pittoresque région de Kaysersberg-Vignoble, en France, Bourdin a été retrouvé sans vie dans sa suite à l'hôtel Le Chambord. La macabre découverte a été faite par son plus proche confident, Eric Riepert. Inquiet de l'absence de l'animateur au dîner la veille et de son petit déjeuner le lendemain, Riepert est allé voir ce qui se passait. Il a alors découvert avec effroi que son ami s'était suicidé. Cette terrible nouvelle s'est répandue à travers le monde à une vitesse fulgurante, plongeant collègues, proches et millions de fans dans un état de choc absolu. Aux yeux offrant des détails intimes sur leur relation après sa disparition, elle a mis en lumière les complexités cachées de sa psyché, restée insoupçonnée par les caméras. Au lendemain de la tragédie, Ottavia a utilisé le documentaire Roadrunner pour exprimer son vécu durant la période tumultueuse qui a suivi leur séparation en 2016. Elle a décrit une transformation terrifiante et méthodique de son caractère après la dissolution de leur mariage. L'essence rayonnante et audacieuse dont elle était tombée amoureuse a commencé à s'estomper. Sa vitalité habituelle était de plus en plus éclipsée par un profond fardeau psychologique devenu impossible à ignorer. Lorsque l'auteur décida finalement de consulter un psychiatre, Ottavia éprouva un immense soulagement. Considérant la thérapie comme une intervention constructive, elle supposa qu'il parvenait à surmonter son chaos intérieur. Ce faux sentiment de sécurité la convainquit qu'elle pouvait lui accorder un espace émotionnel, persuadée qu'il guérissait. Rétrospectivement, cependant, elle avoua éprouver un profond regret quant à cette supposition. Elle a ouvertement regretté de ne pas avoir surveillé son état mental de manière plus attentive durant ces mois de grande vulnérabilité. Le portrait, digne d'un film, retraçait avec précision toute leur histoire commune, de leur rencontre par l'intermédiaire de Riepert, en passant par leur mariage jusqu'à leur douloureuse séparation. Leur lien émotionnel profond ayant survécu au divorce, assister à sa rapide dégradation psychologique fut une épreuve particulièrement pénible pour elle. Son témoignage sincère met parfaitement en lumière les réalités incroyablement nuancées et douloureuses d'aimer quelqu'un pris dans une spirale infernale. Ses souvenirs soulignent le tourbillon d'émotions contradictoires que ressent toute personne soutenant un proche en crise. L'optimisme désespéré que la guérison soit en marche, la culpabilité écrasante de lui accorder son indépendance et le traumatisme permanent de se demander si une autre décision aurait pu le sauver. Par ailleurs, un autre aspect souvent occulté de son héritage concerne ses violents combats contre la toxicomanie. Son passé avec les stupéfiants n'était pas une simple passade à oublier. Il a constitué une facette sombre et déterminante de son existence. Tout au long des années 1980, alors qu'il tentait de survivre dans l'univers survolté des bas-fonds culinaires de Manhattan, il sombra irrémédiablement dans la dépendance chimique. La culture intrinsèquement imprudente et stressante du milieu de l'hôtellerie-restauration de l'époque exacerba ses vices, le plongeant dans une addiction impitoyable. Dans ces moments les plus sombres, un désespoir profond le poussait à fouiller le plancher de son appartement à la recherche de fragments de crack. Surtout, il n'a jamais cherché à dissimuler cette sombre réalité ni à son public, ni à sa propre conscience. Après avoir accédé à la célébrité littéraire avec Kitchen Confidential, il a livré un récit d'une transparence implacable sur ses années perdues dans la drogue et la souffrance qui les accompagnait. Il a décrit avec force la sensation d'être pris dans une spirale infernale où tous les efforts pour retrouver la sobriété semblaient vains. Miraculeusement, au cœur de cette autodestruction, une révélation l'a poussé à changer radicalement de cap. Il a réussi à se sevrer de la cocaïne et de l'héroïne, même s'il a continué à consommer de l'alcool en grande quantité. De ce fait, son parcours n'a pas revêtu la perfection aseptisée d'une rédemption traditionnelle. Loin d'être une guérison parfaite et conventionnelle, ce compromis pragmatique lui a néanmoins permis de poursuivre ses ambitions créatives et de partager sa vision du monde unique avec des millions de personnes. L'authenticité même de son récit, son refus de dissimuler ses failles est précisément ce qui l'a rendu si attachant aux yeux du public.
Il n'a jamais entretenu l'illusion que l'abandon des drogues dures guérissait miraculeusement ses maux intérieurs. Au contraire, il a souvent évoqué publiquement ses luttes chroniques contre la dépression et les pensées suffocantes qui l'assaillaient régulièrement. Pour d'innombrables personnes, notamment celles qui peinent dans le secteur des services, sa vulnérabilité assumée fut une immense source de réconfort. Elle était la preuve vivante que même les icônes les plus illustres menaient les mêmes combats psychologiques. Rétrospectivement, son rapport au macabre était d'une grande complexité. Les allusions à la mort et à l'automutilation étaient subtilement tissées dans ses dialogues télévisés et ses écrits. Jamais utilisés pour choquer à bon compte, mais plutôt comme le témoignage d'un dialogue constant et permanent avec sa propre souffrance. Il ne s'agissait pas de simples effets artistiques passagers. Ces thèmes récurrents révélaient un conflit intérieur déchirant qui persista jusqu'à son dernier souffle. Difficile d'ignorer la sombre réalité. Sa tragédie ultime fut l'apogée dévastatrice d'une guerre qu'il menait depuis des décennies. Pourtant, son héritage ne se définit pas par sa fin tragique, mais par les magnifiques ponts culturels qu'il a tissés, simplement en partageant un repas et des récits authentiques. Anthony Bourdain a dévoilé la beauté authentique du monde, et, en la partageant, il a enrichi à jamais notre curiosité collective.